professeur Nawel Al-Ansari, marhaba bik. Donc, elle est professeure d'enseignement supérieur et chef de service d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques au CHU Mohamed VI de Marrakech. Donc, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Ravie de vous revoir à Marrakech. Marrakech nourat bikoum. Donc, je suis honorée d'inaugurer cette session d'obésité et le congrès de manière générale. Je vais traiter une question. Je crois qu'il y a un écho au niveau de. Il y a un écho au niveau du micro. Ça vous dérange pas? Il y a un écho. Je m'éloigne un peu. Ça va? Voilà, donc moi j'ai choisi de parler de l'obésité d'un point de vue de la médecine de précision et on verra que ce changement de vision ou ce regard différent sur l'obésité va certainement impacter la prise en charge. Nous allons avoir nos collègues qui vont se succéder avec les différentes thérapeutiques, options et outils thérapeutiques qu'on propose dans l'obésité et vous allez voir que ce sera très intéressant de dresser un profil patient et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, ce que j'appelle la nouvelle science de l'obésité, c'est la nouvelle définition, les nouvelles connaissances qui vont enrichir ce domaine-là. Donc, l'obésité auparavant, c'était l'IMC. Et l'IMC avait un grand rôle pour définir l'obésité, ça c'est vérité. L'EASO et les experts en 2019, au niveau de leurs guidelines, ont élargi cette définition en rendant l'IMC un des éléments de la définition de l'obésité. Et comme vous pouvez voir, les critères d'obésité seront l'étiologie, le degré d'obésité qui est défini justement par l'IMC, mais le risque et les conséquences pour la santé. Donc, de cette manière-là, on va restreindre le rôle ou la place de l'IMC dans la définition de l'obésité. Ce sera un des critères pour définir l'obésité et ceci est très important. Excusez-moi. Et donc, ils vont définir l'obésité comme étant une maladie chronique liée à l'adiposité et en considérant justement ces trois dimensions étiologiques, degré d'obésité dont l'IMC et le risque pour la santé. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Au niveau du diabète, voilà. Si on veut faire une analogie avec le diabète, on était dans l'hémoglobine glyquée et de plus en plus, on voit se préciser les profils patients dans le diabète de type 2, le diabète de type 2 avec maladie chronique, le diabète de type 2 qui a une maladie cardiovasculaire, celui qui présente un surpoids ou une obésité, et c'est un profiling du patient diabétique de type 2 qu'on est en train de voir s'appliquer à l'obésité. Il présente ce qu'on appelle le stade ABCD. Ça veut dire que chaque malade, chaque patient souffrant d'obésité va être différent par son contexte, sa dimension sociale, psychologique, la sévérité de son obésité, les complications personnelles et particulières qu'il aura et du coup, aucun patient finalement ne ressemblera à l'autre si on matche tous ces éléments et qui vont faire que nous n'allons plus dire que c'est un patient obèse qui a une obésité sévère avec un IMC à 35 par exemple. Ou bien j'ai 10 patients qui ont le même IMC. Donc l'IMC ne sera plus un critère pour unifier les patients souffrant d'obésité. Juste après, et plus récemment, le Collège américain d'endocrinologie va donner un autre regard qui est très important et qui jusque-là était oublié. C'est la stigmatisation. C'est le regard porté sur la personne en obésité. C'est le vécu
de stigmatisation. C'est ce qu'ils appellent stigma et bias. Donc, ce sont des éléments qui vont être introduits dans les complications et dans le degré de sévérité de l'obésité. C'est-à-dire que quand on va recevoir un patient qui présente une obésité, on va dire celui-là, il a un retentissement psychologique. Ou celui-là souffre, par exemple, de cette stigmatisation, d'où la nécessité d'évaluer cette stigmatisation et de la chercher au niveau de nos questionnaires, qui va devenir une chose importante et qui va guider la prise en charge vers une thérapie comportementale cognitive, vers des médecines alternatives ou une prise en charge, en tout cas psychologique, plus poussée, corrélée à ce retentissement psycho-émotionnel. Et à partir de ce moment-là, le terme patient obèse est devenu obsolète. Je vais faire de mon mieux pour ne pas le dire, et on va voir qu'on est rattrapé par nos habitudes pour dire le patient obèse ou la patiente obèse. C'est un terme complètement stigmatisant en médecine, parce que la stigmatisation vient aussi du côté soignant, médical, infirmier, qui dit l'obèse. Alors que l'obèse est devenu un terme complètement à abolir dans notre jargon médical. Après avoir vu un petit peu comment l'obésité, dans sa définition, dans le concept et le regard, bascule vers une personnalisation de la personne qui souffre d'obésité, nous allons voir quelles sont les tentatives d'application ou bien l'applicabilité en pratique à l'obésité. Et je vous rappelle que la médecine, elle a évolué, l'approche médicale ou la vision médicale dans certaines maladies chroniques, et de manière générale de toute façon, elle est passée d'une médecine intuitive. C'est-à-dire le médecin, on a toujours dit, c'est la pratique, c'est l'expérience, c'est entre guillemets le sentiment médical. Et dans cette médecine, le médecin est au centre, il parle avec son expérience, il prescrit avec ses habitudes, avec ses savoirs, pour aller vers l'evidence-based medicine. À un moment donné, nous, prescripteurs, on prescrivait avec les chiffres, les datas, RCT, il n'y a pas d'études, j'y crois pas. Et donc, on était un petit peu emballés par ce côté statistique de la chose, et pour aller vers une médecine de précision qui, elle, est centrée sur le patient. C'est le patient qui est au centre de cette médecine de précision, vu qu'elle va s'intéresser, comme on a vu dans la définition, aux particularités du patient. Ce qui est le cas dans le diabète de type 2 actuellement. Je ne pense pas qu'ici, quelqu'un parmi nous est capable de traiter un diabétique de type 2 sans tenir compte du contexte cardiovasculaire, rénal, poids et d'autres éléments. Et c'est ce qui est en train d'arriver au niveau de l'obésité. Cette médecine de précision met le patient complètement au centre parce qu'elle va s'enquérir de son contexte psychologique, biologique, médical, biomédical, émotionnel et même génétique. Et ça, c'est très important. Nous allons voir l'importance du séquençage du génome, des avancées en génétique au service de cette médecine de la précision. Alors, on va être plus pratique maintenant. On va voir que pour dresser des phénotypes, parce que c'est ça le but, c'est avoir des phénotypes de patients souffrant d'obésité, on va devoir s'enquérir de certaines informations et remonter certaines informations aux médecins, lesquelles, alors ici, en matière d'obésité, pour cette proposition de phénotypage que je vais vous présenter, il y a 3 domaines importants qu'il faudra recenser. L'alimentation hédonique du malade, homéostatique du malade, l'alimentation hédonique, émotionnelle, ainsi que la dépense énergétique. Donc, ce seront 3 piliers importants sur lesquels nous allons nous baser pour faire cette classification et clarification phénotypique. Je rappelle vite ce qu'est l'alimentation homéostasique. L'alimentation homéostasique, va être exprimée ou va être, c'est-à-dire, c'est ça, elle va être exprimée par la faim, sentiment de vouloir manger, qui n'est pas l'appétit, qui fait appel au gustatif, aux saveurs,
à d'autres composantes. La faim qui est une, disons, fonction innée chez nous, chez les êtres humains, qui est instinctuelle pour vivre. Donc, manger, avoir envie de manger, c'est la faim. Le rassasiement, suivez-moi bien pour qu'on fasse la différence entre rassasiement et satiété. Le rassasiement, c'est lorsqu'on mange, c'est le moment où on n'a plus envie de manger. Par exemple, on a un bon couscous qui nous fait envie et ça fait 3 semaines qu'on l'a pas mangé. Et dès qu'on le mange, après 10-15 minutes, à un moment donné, on ne veut plus, on n'a plus envie de manger. C'est ça le rassasiement. Ce rassasiement fait appel à l'axe ghrelin-leptine. Plus tard, plusieurs heures plus tard, vient la satiété. La satiété, c'est la période qui va y avoir entre, par exemple, le petit déjeuner, le repas du midi, sans penser à manger. Et c'est ça la satiété, et qui fait appel à un autre axe, qui est l'axe antéro-cérébral, et qui fait justement appel à beaucoup d'hormones dont le chef de file sont les analogues du GLP-1, justement. Donc ça, c'est l'alimentation homéostasique. Nous allons passer à l'alimentation hédonique. Hédonique, c'est autre chose. C'est quand on mange avec compulsion. Le soir, on a été stressé, on a envie de se faire plaisir, on cherche le sucre, ou là on cherche le salé, chacun selon son envie, et on va aller manger pour s'apaiser, pour l'apaisement. Et on va être apaisé sur le moment. On le sera. Après, ça deviendra quelque chose d'addictif. Et là, cette alimentation compulsive, hédonique, émotionnelle, elle calme. Mais après, il y aura à 23 heures avant de dormir, il me faut mon chocolat. C'est-à-dire, c'est une addiction. C'est comme fumer une cigarette. Et à partir de ce moment-là, on peut développer une addiction alimentaire, surtout lorsque c'est pas un petit chocolat noir, mais c'est plutôt un grand repas ou là un sandwich ou un plat de tagine, ou tout dépend de la quantité de repas qui va nous soulager et le style de repas. Quand c'est une pomme, c'est pas grave, mais quand c'est un repas plus consistant, c'est plus compliqué. Donc, on va s'intéresser à l'alimentation homéostasique hédonique et à la dépense énergétique du sujet, qu'on sait calculer facilement avec des équations. À partir de là, nous allons avoir 4 phénotypes qui sont validés pour l'obésité. Premièrement, il y a le phénotype bleu, et j'aimerais bien que vous reteniez le code couleur pour nous faciliter la suite. Alors le bleu, c'est quelqu'un qui a un défaut de rassasiement. C'est celui qui mange beaucoup un plat. Donc le couscous, que j'ai pris comme modèle, eh ben, il va manger plus que tout le monde, beaucoup plus que tout le monde, et il va pas se lever de table en même temps que tout le monde, en quantité et en temps. Donc c'est on appelle ça aussi la satiation, c'est le rassasiement. L'hyperphagique a un rassasiement qui est faible. À votre avis, c'est quelle hormone ici? Leptine, ghrelin. Voilà. La ghrelin, c'est l'axe leptine-ghrelin, c'est une dysrégulation. On a une résistance à la leptine et une hyperstimulation de la ghrelin qui est orexigène. Le métabolique lent, c'est le vert. C'est qui? C'est les malades qu'on voit très souvent en consultation. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je mange rien. Et quand vous faites le calcul calorique, il est à combien? 1800, 2100, la dépense énergétique est à 2000, il a une balance énergétique qui est correcte, ou bien de 300 ou 400 kilocalories, mais qui ne justifie pas cette prise de poids et cette obésité. Et donc, ce sont des gens qui ont un métabolisme cellulaire qui est ralenti, qui est pathologique, et une dépense énergétique qui est faible, qui peut être calculée également. Alors déjà, quand je vous dis ça, ce sera des mauvais répondeurs au GLP-1, ça n'a rien à voir avec l'axe
cérébrale. Et à partir de ce phénotypage, on va voir sur quoi va pouvoir agir et pourquoi certains malades vont bien répondre et d'autres pas à certains traitements. Certainement, c'est Aziz qui va parler des GLP-1, elle va dresser un profil des bons répondeurs. J'en suis sûre qu'elle va en parler à des gens qui vont avoir tendance à répondre d'une manière plus facile au traitement que d'autres. Le stockeur viscéral, c'est celui qui mange et qui a faim juste après, même pas 2 heures ou 3 heures, et donc qui va avoir besoin de grignoter pour calmer sa faim. Il a une vraie faim. Et ça, c'est relatif à quoi? À l'inhibition au défaut d'inhibition du centre de la faim et à la satiété, au centre de la satiété qui n'est pas suffisamment stimulé et qui relève des hormones intestinales, comme le GLP-1, le CCK, le PYY, et donc il y a certaines hormones qui interviennent plus tard sur cet axe, et donc il y aura une satiété qui est faible. Et puis l'émotionnel, c'est le rouge. Le rouge, c'est l'émotion qui mange d'une manière compulsive. On peut les retenir par le code couleur. D'accord? Vous avez quelqu'un d'abord qui est hyperphagique. Cette personne mange beaucoup, est dérégulée sur l'axe ghrelin-leptine, ne grignote pas beaucoup. Ce genre de malade ne grignote pas beaucoup, c'est parce qu'au niveau du repas, déjà, il mange énormément, il est en quantité. Le métabolique lent, on n'a rien à lui reprocher sur le plan comportement alimentaire. On va trouver que c'est quelqu'un qui va même faire de l'activité physique. Il aura une masse maigre intéressante, sans résultat, parce qu'il est en défaut de catabolisme. Le stockeur viscéral, celui qui a un problème de satiété, c'est quoi son problème? C'est la vidange gastrique. Il vide rapidement son estomac, très vite, et donc il a faim. Celui-là, à votre avis, quel est le traitement le plus approprié pour lui? Les GLP-1 qui ralentissent la vidange gastrique. Voilà. Et là, l'émotionnel, il ne relève ni de l'un ni de l'autre. Vous donnez des analogues du GLP-1 à quelqu'un qui est frustré, qui est triste, qui est malheureux, qui vit un stress émotionnel, et ça lui fera rien, pas grand-chose. Il sera moins efficace chez lui parce que lui, de toute manière, il a besoin de ce contact avec le repas pour s'apaiser. Alors, vu que je n'ai plus le temps requis, je ne sais pas si je vais finir. Hein? C'est bon. Ok, très bien. Alors, je vous présente un cas d'une patiente de 45 ans qui a un IMC à 34. D'accord? Donc, un IMC à 34 kg par mètre carré, vous avez ces traits-là que je vous décris d'une manière un peu pas organisée, comme on pourrait le faire au niveau d'un interrogatoire. L'alimentation est équilibrée, les repas sont normaux en volume, elle grignote fréquemment, à chaque fois elle a besoin de manger, elle n'a pas réellement de compulsion, mais elle a une vraie faim. Lorsqu'elle a besoin de manger à midi, c'est qu'elle a vraiment faim. Les apports énergétiques sont de 2400 avec une dépense à 2100 lui faisant une balance positive à 300. Des intervalles sont courts entre les repas et l'échelle visuelle de la faim, elle est cotée à 7 sur 10. C'est une échelle qu'on n'utilise pas beaucoup parce qu'on connaît mieux l'échelle visuelle analogique de la douleur, mais il y a une échelle visuelle de la faim de 1 à 10, et elle, c'est 10 à chaque fois à 2 heures du repas, donc elle a très faim, et ça, on peut l'objectiver. À votre avis, c'est quel type? C'est bien, c'est l'orange. C'est quelqu'un qui a un problème de satiété, qui a une vidange gastrique qui est rapide et qui gagne à être sous analogue du récepteur du GLP-1. Voilà, pour avoir un maximum de réponses. Monsieur Rachid, qui est un commercial et qui a le même IMC, mais qui va plutôt vous décrire
il a un challenge professionnel, il a des comptes à rendre, il a des objectifs à atteindre professionnellement parlant. Ça le stresse et c'est quelqu'un qui va déclencher des crises d'alimentation boulimique, hyperphagie boulimique. Il mange beaucoup la nuit, il fait beaucoup de sport pour compenser, il se donne beaucoup, mais en fin de compte, il prend quand même du poids. C'est quel profil à peu près? On est dans l'émotionnel. D'accord? Donc, on peut, sans certitude, d'accord? On ne peut pas confirmer parce qu'on n'a pas les éléments objectifs, parce qu'il faut mesurer la vidange gastrique, il faut aller vers des explorations plus poussées, mais déjà, rien qu'à l'interrogatoire, on peut dresser un profil pour orienter la prise en charge. Dernière chose, au niveau de ce chapitre, c'est que ce n'est pas une classification juste comme ça arbitraire qui n'a pas de sens et qui repose juste sur la clinique ou sur les profils. Alors le séquençage génétique des gènes des personnes qui souffrent d'obésité trouve une prédisposition à avoir des gènes d'un type différent en fonction du phénotype. Vous imaginez? Et c'est ça la médecine préventive. La médecine de la précision est une médecine préventive. Je pense que dans quelques années, dans 10 ans ou 15 ans ou un peu plus, on va pouvoir dire, sur un simple test, et je vais vous le montrer, qu'on a des gènes qui prédisposent aux maladies cardiovasculaires et ce sera de la routine et moins cher. Et quand on sera dans ce profil de médecine préventive, il me semble qu'on pourra prévenir et pousser les gens à adopter au moins un style de vie adéquat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? C'est ça le but finalement, lorsqu'on fait un phénotypage, on a besoin d'avoir un impact thérapeutique. C'est joli de mettre des couleurs, mais à quoi ça va servir en pratique? On a déjà vu quelques points. Maintenant, la médecine de la précision et les études qui ont donné de la valeur scientifique à cette distinction phénotypique montrent que déjà, quand on traite tout le monde en obésité de la même manière, ça marche pas pareil chez tout le monde. Il y a des différences. Il y a des gens qui vont être des meilleurs répondeurs à la chirurgie bariatrique que d'autres et d'autres qui seront plus répondeurs en termes de perte de poids en traitement que d'autres, et c'est là où on va faire intervenir ce phénotypage pour justement cibler qu'est-ce qu'on veut chez le malade. Mais pour savoir qu'est-ce qu'on veut, il faut savoir qu'est-ce qu'on a. C'est quel profil? On s'adresse à qui? Il faut connaître le patient, il faut passer plus de temps, il faut faire une enquête ciblée. On peut le faire par des moyens simples, au moins pour s'orienter, parce qu'on n'a pas la DEXA, on n'a pas la calorimétrie, on ne sait pas mesurer, on n'a pas la scintigraphie gastrique. Tout ça, c'est compliqué, on n'en dispose pas, mais on peut faire des formulaires, des questionnaires pour définir le niveau de stress, pour définir l'échelle visuelle de la faim, et des choses comme ça qui peuvent nous mettre sur la bonne voie. Alors, je vous invite à suivre cette étude. Donc, c'est l'étude Princeps qui a donné énormément de valeur à ce phénotypage. Elle a été menée par Acosta. C'est la Mayo Clinic. Vous connaissez tous la Mayo Clinic et sa rigueur. Ils ont pris 450 malades qui souffrent d'obésité. Ils les ont dressés et séparés en phénotypes, comme on vient de voir. Ils les ont classés. Et ils ont fait un essai clinique avec 2 bras. Pour l'un, traitement standard, comme on a l'habitude de faire, prise en charge, au bon vouloir du médecin, mais à ses habitudes. Et l'autre, pour l'autre partie des patients, il y a eu un phénotypage et une séparation. Qu'est-ce que ça a donné déjà? Sur ces 450 malades, vous voyez que il y en a 16 déjà qui ont une anomalie de satiation, c'est-à-dire de rassasiement. 18 de satiété, 18%. Nous avons 12%, c'est pas rien, qui ont un comportement alimentaire émotionnel. Et pour les 12% restants, ce sont des métabolismes lents. Quand je dis que 18% ont un problème de satiation,
Ça veut dire que c'est un trait dominant. Mais on peut avoir les deux. On peut être émotionnel et on peut avoir les deux. Mais là, ce sont des gens qui ont des traits dominants. Et on peut avoir 2 ou 3. Alors pour 15%, ils n'ont pas identifié, ils n'ont pas réussi à identifier un phénotype chez 15%. Ils ont fait quoi? Ils ont traité selon le phénotype. Pour les bleus, le défaut de rassasiement, ils ont donné la phentermine topiramate. C'est un médicament qui n'est pas agréé même en Europe. Je pense que l'Agence européenne du médicament s'est opposée à son AMM en ciblant l'obésité, mais qui est d'usage fréquent aux États-Unis. Et comme je l'ai mis ici, il agit sur le système nerveux, sur la sensation de satiété. Pour le métabolique lent, pas de traitement médicamenteux. Ils ont estimé que ça servait à rien de donner des molécules chimiques. Ils ont travaillé sur le renforcement musculaire et l'apport protéiné. Pour le problème de satiété, celui qui a faim rapidement, ils ont introduit les analogues du GLP-1, alors que les émotionnels ont eu le droit à une prise en charge correcte sur le plan psychologique, coaching, etc. Et les résultats sont étonnants. Les gens qui ont été phénotypés et individualisés comme ayant un problème spécifique, ils ont répondu, mais vous avez les graphiques qui sont parlants, d'une manière très significativement intéressante par rapport à ceux qui ont été traités sans aller piocher sur leur phénotype. Et ils ont conclu que le fait déjà de sélectionner le traitement anti-obésité en fonction du phénotype, c'était quelque chose d'absolument essentiel et que ça a donné un résultat. Donc vous voyez que cette étude, elle donne de la validité, et du sérieux, elle apporte une preuve scientifique de cette médecine de précision et du fait de traiter en fonction du phénotype. Je vais finir avec cette deuxième étude qui est plus récente et qui est très intéressante. La question des chercheurs, c'était « et si on divisait les malades en 4 phénotypes, mais plutôt que de donner des médicaments, juste agir sur le mode de vie. » Chose que nous, on peut faire. Style de vie, type d'alimentation et de régime alimentaire ou d'activité à renforcer, selon le phénotypage, est-ce que ça va apporter quelque chose? Pour l'hyperphagique, et ça, je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête. Le mode de vie qui a été recommandé, qui a été prescrit, était de réduire l'apport calorique. L'hyperphagique, on a vu, il mange beaucoup un seul repas. Les collations ont été gardées quand c'était nécessaire avec des aliments sains. Et il y a eu un régime volumétrique, remplir l'estomac, parce qu'il est hyperphagique. Le métabolique lent, il a été mis à une activité physique visant le renforcement musculaire pour améliorer le catabolisme. Le stocker viscéral, quant à lui, a eu une supplémentation, une charge protéinée avant les repas. Et l'émotionnel, il a eu droit à un accompagnement psycho-émotionnel plus poussé. Et là aussi, on voit que les personnes qui ont été accompagnées d'une manière spéciale et personnalisée ont mieux répondu juste sur la base de l'activité de l'activité physique ou de l'hygiène de vie, mais la durée était plus courte, c'était 12 semaines. Alors, vous pouvez prendre en photo ça. Donc ça, il y a maintenant un test, MyPhenome Test, qui est d'usage courant aux États-Unis. Votre médecin vous prescrit ce test, c'est sur prescription médicale. Vous pouvez recevoir à domicile la salivette, ça coûte $200 et on vous dit quel phénotype vous êtes et c'est juste sur prescription du médecin et ça permet de définir et d'aider le médecin et le patient de savoir ce qu'il est et il va comporter une étude génétique. C'est juste pour vous dire que ça s'est vulgarisé.
Voilà. Donc, je finis par vous donner ça, si vous voulez prendre, des petits astuces cliniques pour évaluer le ressasiement, ce que vous pouvez demander comme questionnaire interrogatoire à vos malades. Le rassasiement, la quantité, l'hyperphagie. Je passe à la satiété, les gens qui ont faim rapidement et qui ont une vidange gastrique. Ça vous oriente. L'échelle visuelle analogique de la faim, vous la trouvez sur Internet aussi, elle est disponible. Pour le métabolisme lent, c'est facile de calculer avec les formules la dépense énergétique. Voilà. Et pour l'émotionnel, il y a des tests. Il y a des tests pratiques, il y a des tests sur le stress et la dépression. Il y a pas mal de tests spécifiques, mais c'est déjà un interrogatoire qui va nous orienter avec ça à un autre niveau du cabinet. Ou là, sans pour autant disposer d'examens spécialisés, on peut tout à fait orienter la prise en charge selon ce phénotypage. Voilà, je vous remercie pour l'écoute.